Certains considèrent la philosophie comme une discipline de spécialistes qui s'étudie dans les bibliothèques, mais on peut voir aussi la philosophie comme quelque chose d'universel et de quotidien. Elle est un peu comme l'air qu'on respire et elle fait partie de nos vies, elle imprègne nos vies, elle imprègne tous nos actes. Avec le précepteur, nous avons décidé de vous parler de philosophes un peu oubliés, qui ne sont pas tellement repris d'ailleurs dans les philosophies de l'académie et de l'université. Ce sont plutôt des écrivains, mais des gens qui véhiculent une vision du monde profonde et qui nous invitent à creuser nos fondements, à travailler notre système de valeurs. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du Marquis de Sade. Le Marquis de Sade est un écrivain français du XVIIIe siècle. Il passa le tiers de sa vie en détention, 27 années au total, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons. C'est un écrivain pour le moins controversé, on dirait aujourd'hui sulfureux, essentiellement connu pour son œuvre littéraire érotique et pornographique. Et s'il peut paraître étonnant de parler du Marquis de Sade sur une chaîne de philosophie, c'est parce que voilà un auteur qui n'a pas donné son nom à un mouvement philosophique, mais à une perversion psychologique, le sadisme. Le sadisme correspondant au fait de tirer du plaisir de la souffrance d'autrui. Sade a exalté la cruauté et la perversité dans ses œuvres. Il a exalté la figure du bourreau sexuel violent et criminel, décrivant tour à tour des scènes de viol, de pédophilie, d'inceste et de meurtre. Oui, vous avez raison d'être un peu sévère dans vos mots d'introduction, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui pourraient avoir envie de mettre en pratique automatiquement tout ce que dit le Marquis de Sade et à transformer ces paroles en consignes d'action directe. Et si beaucoup trouveront inapproprié de ranger le Marquis de Sade aux côtés de Hegel, de Spinoza et de Platon, le fait est que nous avons ici affaire à quelqu'un qui a érigé sa perversité en véritable système philosophique. Sade est tout le contraire d'un esprit lourd, c'est quelqu'un qui aime la pensée, qui aime le concept et qui le fait savoir. Lors de son emprisonnement à la Bastille, il se plaindra du fait qu'on lui refuse l'accès aux confessions de Rousseau, un penseur qu'il apprécie particulièrement. Ce qui tend à montrer que si Sade était bel et bien un pervers sans foi ni loi, c'était un pervers intelligent, peut-être même un pervers lucide. Lucide sur lui-même, lucide sur ses choix existentiels. En dehors de ces symphonies macabres, on trouve chez Sade une véritable vision philosophique du monde et surtout une cohérence dans sa vision du monde qui doit nous inciter à aller au-delà de notre répulsion première pour tenter de comprendre ce qu'il y a derrière. En somme, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est se demander quelle conception philosophique peut conduire un homme à la célébration de la monstruosité. C'est une bonne idée de parler de monstruosité pour le Marquis de Sade, et je pense que ça pourra être un concept utile pour l'approcher, mais d'abord, ne faudrait-il pas se poser la question, quels sont les différents types de monstruosité ? Dans le langage courant, le mot monstruosité peut s'entendre en deux sens. La monstruosité physique et la monstruosité morale. Ce qu'on appelait autrefois les monstres, c'étaient des personnes présentant des difformités physiques spectaculaires, des difformités telles qu'on ne les considérait pas comme des êtres humains à part entière. C'est ce qui fait que les monstres étaient essentiellement utilisés comme phénomène de foire ou comme cobaye scientifique. Étymologiquement, le monstre, c'est celui qu'on montre en raison de sa différence avec la normalité physique observable.
Le cas le plus connu étant celui de Joseph Merrick, dont l'histoire est retracée dans le film de David Lynch, Elephant Man. Et Lynch montre bien dans son film les deux visages de la monstruosité. La monstruosité physique, incarnée par Elephant Man, et la monstruosité morale de ceux qui ne le reconnaissent pas comme un être humain. En particulier son propriétaire, qui le bat quotidiennement et le nomme son gagne-pain. C'est ce qui nous conduit au deuxième sens de la monstruosité morale. Au sens moral, on qualifie de monstres des individus qui se livrent à des actes particulièrement cruels, à des actes considérés comme inhumains, c'est-à-dire des actes qui nous excluent moralement du champ de l'humanité. Quand on qualifie de monstre un violeur d'enfants, un assassin sanguinaire ou un chef d'armée génocidaire, c'est au sens où on estime que de tels actes outrepassent toutes les limites du pardonnable, toutes les limites du concevable. Infliger des sévices à un être humain sans défense, trouver une satisfaction psychologique dans le fait d'infliger de tels sévices, c'est quelque chose qui pour nous est incompatible avec les critères de l'humanité. Que des animaux fassent preuve de cruauté, que les prédateurs soient sans pitié envers leur proie, c'est quelque chose qui peut nous choquer visuellement, mais pas moralement. Parce qu'on n'attend pas d'un animal sauvage qu'il se comporte en être moral. En revanche, qu'un être humain doté d'une conscience morale se comporte en prédateur, c'est quelque chose de beaucoup plus gênant pour nous. Et là, on touche un élément essentiel de la monstruosité, à savoir que le monstre n'est pas un être dénué d'humanité. C'est un être chez lequel cohabitent humanité et inhumanité. Le monstre, c'est quelqu'un comme nous. C'est notre semblable. Et c'est parce que c'est notre semblable que son inhumanité perturbe nos schémas de représentation. Ce qui rend le monstre inhumain, c'est justement le fait qu'il soit humain. Et c'est d'ailleurs ça qui est à l'origine de notre fascination pour les monstres, qu'ils soient physiques ou moraux, la dualité, la coprésence de l'humanité et de l'inhumanité, la coprésence du même et de l'autre. Le marquis de Sade ne nous dérangerait pas si le marquis de Sade était un animal. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. C'est un être humain. Et qui plus est, un être humain qui justifie sa monstruosité. Un être humain qui utilise cette faculté humaine qu'est la raison pour donner du sens à son inhumanité. Et c'est en cela que le marquis de Sade fait problème à la pensée. Le fait qu'il légitime par le biais de ce qui nous rend hommes, ce qui est précisément censé l'exclure du champ de l'humanité. C'est un paradoxe. On ne peut pas à la fois aller à l'encontre de tous les principes de l'humanité et le revendiquer à travers des outils propres à l'humanité. Donc la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qui cloche chez le marquis de Sade ? Qu'est-ce qui le différencie du commun des individus moraux et qui rend sa pensée incompatible avec les critères de l'humanité ? En d'autres termes, quelle est la caractéristique humaine fondamentale qui fait défaut au marquis de Sade ? La première réponse qui nous vient à l'esprit, ce serait de dire que ce qui fait défaut à Sade, c'est l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de l'autre. L'empathie qui constitue le fondement psychologique de la coexistence entre les individus. Sans empathie, nous vivrions dans une indifférence mutuelle les uns envers les autres. Quelqu'un pourrait être en train de se noyer sous nos yeux, ou être sur le point de se faire renverser par une voiture, que cela n'éveillerait aucun réflexe de secours de notre part. L'empathie, c'est le fait d'être sensible au sort d'autrui. C'est un mécanisme d'interaction. Mécanisme d'interaction par lequel je reconnais mon image dans l'autre, autrement dit par lequel j'accède dans ma chair à la notion de communauté humaine. D'ailleurs, vous remarquerez que le mot « salut » en français désigne à la fois un moyen de dire bonjour
c'est-à-dire un moyen d'entrer en interaction, mais aussi le fait d'être sauvé. Trouver le salut éternel, c'est être sauvé des flammes de l'enfer. Donc dire salut à quelqu'un, c'est lui souhaiter d'être sauvé. Ce qui veut dire qu'on entre en interaction avec l'autre par une marque de secours et d'empathie. L'empathie serait donc une composante essentielle de l'humanité, ce que tendent d'ailleurs à confirmer les études menées dans le champ des neurosciences, qui montrent que l'empathie correspond d'abord à un mécanisme physiologique. L'empathie, c'est d'abord une réaction du cerveau. Une réaction du cerveau face à une situation dans laquelle on se projette. Partager la souffrance d'autrui, être sensible à la souffrance d'autrui, ce n'est finalement pas tant une affaire de morale qu'une affaire de neurones. Nous sommes conformés, nous sommes cérébralement câblés pour faire preuve d'empathie. À tel point qu'on pourrait se demander si ce n'est pas ça la véritable origine de la morale. L'empathie. Voir l'autre souffrir nous renverrait à notre propre souffrance, et parce que cela nous est insupportable, nous avons converti ce sentiment dans des concepts moraux. L'idée étant que ce ne sont pas nos valeurs morales qui nous rendent empathiques, mais que c'est l'empathie qui façonne et détermine nos valeurs morales. C'est la raison pour laquelle certains auteurs considèrent que la philosophie morale de Kant n'est pas tenable, parce qu'elle exclut le rôle de la sensibilité dans nos jugements moraux. Chez Kant, la morale est indépendante de tout sentiment. Elle est indépendante de tout pathos. Elle n'est pas une projection empathique de soi dans l'autre, elle est un fait de la raison morale présente en tout être humain et qui s'impose à nous sous la forme d'une loi. Or, ce que tend à montrer une approche naturaliste de la morale, c'est qu'il y aurait un fondement sensible, pour ne pas dire sensoriel, à nos concepts moraux. Et c'est parce que nous sommes unis par cette aptitude commune à l'empathie que nous regardons comme inhumains ce qui en semble dépourvu. On qualifiera alors de monstrueux celui que la souffrance d'autrui n'affecte pas, celui que la souffrance d'autrui laisse indifférent. Et alors là, un problème se pose. Parce que si on se penche rigoureusement sur le cas du marquis de Sade, a-t-on réellement affaire à un individu dénué d'empathie? Eh bien non. Aussi étrange que ça puisse paraître, non. Non, parce que si l'absence d'empathie se traduit par une indifférence au sort d'autrui, force est de constater que Sade n'est pas du tout indifférent à la souffrance de ses victimes. Il n'y est pas indifférent puisque ça lui plaît. Ça lui plaît d'entraîner une mendiante dans sa garçonnière pour l'attacher sur son lit, la fouetter jusqu'au sang, faire couler de la cire brûlante dans ses plaies avant de la sodomiser et de la faire déféquer sur un crucifix. Ça lui plaît. C'est ce qui lui vaudra sa première incarcération. Et donc si ça lui plaît, eh bien ça veut dire que Sade n'est pas du tout insensible à la souffrance d'autrui. Il n'y est pas insensible puisque ça l'excite. L'excitation, c'est le contraire de l'insensibilité. Ce qui caractérise le marquis de Sade, ce n'est donc pas l'absence d'empathie. Ce qui caractérise le marquis de Sade, c'est l'absence de compassion. Alors, on pourra estimer que c'est pire, mais peu importe. Le fait est que si l'empathie est bel et bien la disposition humaine à comprendre ce que ressent l'autre, le marquis de Sade n'en est pas dépourvu. Ce dont il est dépourvu, c'est la bienveillance. La bienveillance qui, lorsqu'elle se conjugue à l'empathie, produit la compassion. Ici, vous avez fait quelque chose d'un peu dangereux parce que vous avez assimilé Sade au sadisme. Mais le sadisme, c'est une pathologie psychologique. On peut en voir une illustration, par exemple, dans la prison de Abu Ghraib, où une femme militaire américaine torturait pour le plaisir des soldats irakiens en leur faisant subir toutes sortes de sévices. Est-ce que cette femme aurait intéressé le marquis de Sade? Est-ce qu'il en aurait fait un personnage de ses romans? Rien n'est moins sûr,
Parce que la militaire américaine était quelqu'un, au fond, d'assez ordinaire. Il lui manquait quelque chose, mais elle n'avait rien en plus que les autres êtres humains. Et donc ça, je pense que c'est le sadisme, mais je ne vois pas que Sade soit sadique, et je ne vois pas que ces personnages soient sadiques, ou s'ils sont sadiques, c'est seulement une caractéristique, mais ce n'est pas ce qui les définit le plus profondément. Alors si vous voulez bien, je vais proposer une troisième sorte de monstruosité, comme ça on garde votre idée, mais on va un peu être plus précis. Donc là je propose de parler de monstruosité spirituelle. Donc vous avez ça correspond un peu aux trois dimensions de l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Donc vous avez la monstruosité corporelle et la monstruosité psychique, ça vous en avez parlé. Le sadisme est une forme de monstruosité psychique, mais il y en a d'autres. Et puis ici je voudrais parler d'une troisième sorte de monstruosité, la monstruosité spirituelle. Alors pour le dire un peu simplement, on pourrait dire que ce qui caractérise la spiritualité, c'est de se libérer des conditionnements et de devenir libre. Donc on aurait comme ça, pour la dimension spirituelle, la population humaine qui se répartirait en personnes plus ou moins soumises et plus ou moins libres, plus ou moins insoumises. Et alors, les monstres spirituels, ce seraient les gens qui seraient monstrueusement insoumis, monstrueusement libres. Et là, je pense qu'on touche du doigt, avec cette définition de la monstruosité, on touche du doigt quelque chose que Sade est, ou qu'il prétend être, et quelque chose que certainement ces personnages sont, ou que ces personnages essayent d'être eux aussi. Ils ont un certain courage de s'opposer au politiquement correct, disons, aux opinions qui sont courantes dans la masse. Et en ce sens, ils ont quelque chose de plus que les êtres humains normaux. Ce ne sont pas seulement des handicapés comme les sadiques auxquels il manque quelque chose. Non, ils ont aussi quelque chose de plus. Alors là, si je ne me trompe pas, cela nous amène assez proche. Cela nous amène dans le voisinage d'un autre philosophe. Cela nous amène à Nietzsche. On est proche de Nietzsche ici. On a vu dans l'épisode sur Nietzsche et le nihilisme que Nietzsche regardait avec mépris tous les systèmes de valeurs morales, qui traduisent selon lui un défaut de vitalité. Chez Nietzsche, les valeurs morales n'ont d'autre fonction que d'étouffer dans le cœur des hommes cette force vitale primitive qu'il appelle la volonté de puissance. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la volonté de puissance ne fait pas défaut à Sade. Mais on commettrait une erreur si on identifiait strictement la pensée de Sade à celle de Nietzsche. Car rappelez-vous, chez Nietzsche, la volonté de puissance n'est pas une volonté nécessairement malveillante, elle n'est pas une volonté nécessairement destructrice. La volonté de puissance, c'est une volonté d'affirmation du mouvement de la vie elle-même. La volonté de puissance peut effectivement prendre la forme de la prédation et de la violence, mais elle ne saurait s'y réduire. Plus précisément, ce n'est pas tant la souffrance d'autrui qui est recherchée par la volonté de puissance que l'affirmation d'elle-même. L'affirmation du vouloir vivre sous toutes ses formes, sans considération des artifices culturels que sont le bien et le mal. La souffrance n'est pour ainsi dire qu'un dommage collatéral de la volonté de puissance. Quand l'oiseau de proie mange l'agneau, il ne le fait pas pour le plaisir de voir souffrir l'agneau. Il le fait pour le plaisir de s'en nourrir. Et c'est pas la même chose. On entend parfois dire que Nietzsche prônait l'inversion des valeurs, mais c'est une mauvaise traduction. Nietzsche ne prônait pas l'inversion des valeurs, il prônait le renversement des valeurs. Renverser, ça signifie faire tomber. Le terme le plus juste étant celui de transvaluation,
la transvaluation correspondant chez Nietzsche au dépassement des valeurs établies. Alors que chez Sade, il y a un véritable plaisir du mal. Il y a une jouissance de la destruction. Pour Sade, il ne s'agit pas d'annuler le bien et le mal, il s'agit de remplacer le bien par le mal. Il s'agit d'inverser le vice et la vertu, de célébrer tout ce que l'on condamne et de détruire tout ce que l'on érige. En d'autres termes, là où la volonté de puissance nietzschéenne est une force d'affirmation, le sadisme est une force de transgression. Ce qui a d'ailleurs fait dire à certains commentateurs qu'en cela, Sade restait profondément chrétien. Un chrétien retourné, un chrétien inversé, mais un chrétien tout de même. Car en se positionnant non pas en indépendance, mais en confrontation aux valeurs du christianisme, il continue de s'y référer. Pour Sade, il ne s'agit pas de dépasser les valeurs, il ne s'agit pas de les surpasser dans un mouvement dialectique de suppression-conservation, il s'agit d'ériger le vice en vertu et la vertu en vice. On perçoit cette démarche d'inversion des valeurs jusque dans les titres de ses œuvres, basées sur des antithèses. Justine ou les malheurs de la vertu, Juliette ou les prospérités du vice. Un titre qui n'est pas sans rappeler la fable des abeilles de Mandeville, sous-titré « Les vices privés font la vertu publique ». À cette différence près que Sade, la vertu publique, il s'en fiche complètement. Considérer les vices privés comme un moyen détourné d'atteindre la vertu publique, c'est encore considérer la vertu comme un but. C'est encore s'inscrire dans un paradigme du bien. Or, Sade ne veut pas faire du mal un instrument du bien. Il veut faire du mal le véritable bien. Et encore, ma formule est inexacte parce que dire que Sade veut faire du mal le véritable bien, ça voudrait dire que c'est lui qui décrète que le mal est un bien. Ça voudrait dire que c'est lui qui institue le mal en bien. Or, justement pour Sade, il n'y a pas à instituer le mal en bien. Il y a à reconnaître que le mal est la véritable nature de l'homme. Que la cruauté est la véritable nature de l'homme. Et que c'est pour cette raison que le mal est en fait le bien. La vérité de l'homme n'est pas la bienveillance. La vérité de l'homme, c'est la cruauté. La vérité de l'homme, c'est le vice. Et ce faisant, le vice n'en est plus un. Pourquoi appeler vice ce que la nature a placé en nous? Pourquoi appeler crime ce qui n'est que la concrétisation de notre essence? Voilà pourquoi Sade répudie le christianisme, parce que le christianisme condamne la nature humaine, en imprimant sur elle le sceau du péché originel, faisant ainsi croire aux hommes qu'ils devraient avoir honte et se sentir coupables de ce qu'ils sont. Alors là, attention, parce que vous êtes en train de dire que le christianisme est une sorte de pyramide et que Sade aurait opéré une pyramide dans le sens inverse. D'abord, ce ne serait pas très intéressant une œuvre qui serait l'inverse d'une autre, je ne pense pas. Par exemple, si vous avez la Joconde, et si vous mettez à côté une œuvre qui est l'opposé, l'inverse de la Joconde, si vous avez un peintre qui fait systématiquement l'inverse de ce que Léonard de Vinci a fait, je ne pense pas que ce sera très intéressant. Et puis, il y a aussi dans le système de Sade des éléments qui sont chrétiens, comme par exemple, Sade méprise l'orgueil. Il n'y a rien de plus chrétien que de mépriser l'orgueil. Donc on n'a pas simplement une inversion. Alors peut-être qu'il y a je pense qu'il y a cette dimension d'inversion. Il y a un peu ce côté rebelle et
adolescent qui veut faire le contraire de ce que l'autorité lui impose de faire. Ça, il y a cette dimension-là, mais réduire Sade à ça, c'est à mon avis encore un peu caricatural. Et on peut voir Sade et Nietzsche dans une certaine continuité. Je me souviens d'un écrivain, Marc-Édouard Nab, qui disait, qui est un grand admirateur de Sade et de Nietzsche, et qui disait Nietzsche a écrit 100 ans après Sade une œuvre qui est la meilleure introduction qu'on puisse faire à Sade. Donc quelque part on peut les voir en continuité. Il y a pas, vous durcissez peut-être un peu, à mon avis, l'opposition entre Sade et Nietzsche. Maintenant, vous parlez aussi de bien et de mal, un peu comme si c'était des choses que vous connaissiez, mais qu'est-ce qui définit le bien ? Je pense que c'est là un peu la question. Alors pour le dire un peu grossièrement, il y aurait deux sortes de définition du bien. La première serait de partir de Dieu, on aurait un ordre divin, et la deuxième, ce serait de partir d'une société particulière donnée qui définit elle-même ce qu'est le bien par rapport à elle-même. Et dans le cas de Sade, il est dans une situation où les deux se confondent, où on a une société particulière qui prône un certain bien et qui prétend que ce bien est fondé en Dieu, mais il y a beaucoup de raisons d'en douter. Et donc on pourrait dire qu'une pyramide, une hiérarchie de valeurs traditionnelle placerait Dieu au sommet. Et ici, Sade, qu'est-ce qu'il fait ? Il reconstruit une nouvelle pyramide et il place Dieu non pas au sommet, mais à la base. Pour lui, Dieu, c'est quelque chose d'inférieur, de médiocre, d'impuissant, de faible. Et c'est quelqu'un de méprisable, Dieu, finalement. Et qu'est-ce qu'il va placer au sommet de la pyramide ? Un peu comme Nietzsche, il va placer le surhomme, la liberté. Mais on est toujours dans un système quelque part chrétien, parce c'est toujours une pyramide qui est élevée vers le ciel. C'est toujours une pyramide qui est élevée vers l'esprit, la subtilité. C'est pas une pyramide inversée. Quelque part, je me demande si Sade ne restaure pas quelque part le christianisme. Donc il prend acte que le christianisme est mort et il restaure quelque chose qui était un signe de bonne santé au Moyen-Âge, qui était l'ordre de chevalerie. Et qu'est-ce qui définissait la chevalerie au Moyen-Âge ? C'était la capacité que les chevaliers avaient d'être à la fois tendres et violents. Ils étaient les deux. Ils étaient capables de comprendre le bien, mais ils étaient aussi capables de le défendre. Et donc, défendre le bien, ça implique d'avoir une certaine férocité, d'avoir une certaine malveillance quelque part, d'avoir une capacité de combattre très fort. Et quelque part, Sade restaure cette aristocratie en défendant des héros qui sont à la fois bienveillants et malveillants. Et donc Sade restaure, à mon avis, d'une certaine manière cette chevalerie en défendant, en mettant en avant une aristocratie qui n'a plus aucun rapport avec Dieu, mais qui se définit elle aussi par sa double caractéristique fondamentale, qui est à la fois de savoir être tendre et de savoir être violent. Et donc de se démarquer d'une morale qui est issue d'une société un peu décadente et d'une morale un peu hypocrite et basée sur la peur. Et donc on a quelque part chez Sade une certaine synthèse, et quelque part par rapport à une situation de chaos, Sade nous ouvre une voie de sortie. Ce que Sade voit à l'œuvre dans la valorisation de la vertu et la condamnation du vice, c'est le refoulement de ce qui nous constitue, accompagné de l'arrogance de ceux qui se croient détenteurs d'une vérité. La vertu n'est pour lui que le costume pathétique de l'orgueil et de la honte.
la honte de notre essence, l'orgueil de notre bonne conscience. La vertu, c'est ce par quoi nous tournons contre les autres, la répulsion que nous nous inspirons à nous-mêmes, croyant professer le bien, mais oubliant qu'on professe toujours ce qui nous fait défaut. Si le sadisme est une inversion du bien et du mal, c'est parce qu'il est une inversion du masochisme auquel nous nous livrons à chaque fois que nous condamnons ce que la nature a fait de nous. Sade ne croit pas dans une vertu reposant sur le refoulement anxieux de notre nature. Il ne croit pas dans une vertu que la mort rend dérisoire. La vertu, le vice, tout se confond dans le cercueil. Je cite. La vertu n'est qu'une chimère dont le culte ne consiste qu'à des immolations perpétuelles, qu'à des révoltes sans nombre contre les inspirations du tempérament. De tels mouvements peuvent-ils être naturels? La nature conseille-t-elle ce qui l'outrage? Ne sois pas la dupe, Eugénie, de ces femmes que tu entends nommer vertueuses. Ce ne sont pas les mêmes passions que nous qu'elles servent, mais elles en ont d'autres, et souvent bien plus méprisables. C'est l'ambition, c'est l'orgueil, ce sont des intérêts particuliers, souvent encore la froideur seule d'un tempérament qui ne leur conseille rien. Devons-nous quelque chose à de pareils êtres? N'ont-elles pas suivi les uniques impressions de l'amour de soi? Est-il donc meilleur, plus sage, plus à propos de sacrifier à l'égoïsme qu'aux passions? Pour moi, je crois que l'un vaut bien l'autre, et qui n'écoute que cette dernière voix a bien plus de raison, sans doute, puisqu'elle est seule l'organe de la nature, tandis que l'autre n'est que celle de la sottise et du préjugé. Une seule goutte de foutre éjaculée de ce membre, Eugénie, m'est plus précieuse que les actes les plus sublimes d'une vertu que je méprise. Dans sa lettre à d'Alembert, Rousseau attaque une nouvelle fois les spectacles de son époque. Il l'avait déjà fait dans son discours sur les arts et les sciences, mais cette fois-ci, il va le faire au nom d'un principe nouveau. Alors qu'auparavant, il avait attaqué les spectacles au nom de la vertu, au nom de l'art, cette fois-ci, il va les attaquer au nom de la santé du peuple, au nom du bonheur du peuple. Et là, Rousseau amène quelque chose qui est absent chez Sade et chez Nietzsche. Et il formule ça de façon assez nette. Il apporte un idéal historique concret vers lequel tendre. Et cela donnera plus tard le communisme. On pourrait dire que le fascisme, quelque part aussi, est un idéal historique concret comme ça. Sade et Nietzsche n'ont pas d'idéal concret. Ils sont justement les prophètes de la nuit, c'est-à-dire les prophètes qui montrent leur lumière dans l'obscurité. C'est parce que tous les idéaux du passé sont détruits que Sade et Nietzsche deviennent intéressants. Ils nous appellent à nous écouter nous-mêmes, à écouter les voix qui s'élèvent en nous et à éventuellement déceler parmi ces voix des appels lumineux venus des profondeurs. Mais si Sade et Nietzsche arrivent à faire cela, c'est parce qu'ils ont fait un sacrifice. Ils ont fait le sacrifice d'un idéal historique concret dont ils sont dépourvus. Ils ont mis en première place de leur hiérarchie de valeurs le bonheur d'être soi, le bonheur de s'affirmer. Mais ils ont fait ça au détriment d'une autre dimension du bonheur. Ils ont fait ça au détriment d'un élément central de notre structuration psychique, un élément fondamental de notre vie sur Terre, le bonheur d'être utile.
Nous vous remercions.